Au député vous parle, cette semaine, on reçoit le député fédéral, M. Philippe Thune. M. Thune, bonjour. Bonjour. Bonne année 2014. Oui, pareillement, merci bien. On souhaite de la santé. Évidemment, de gros dossiers qui ont été traités en 2013. Si on fait un petit survol, un petit bilan des gros dossiers dont vous avez fait une bonne bataille en 2013, on ne peut pas passer à côté de l'assurance-emploi, évidemment. Certainement. Qu'est-ce qui c'est... quelle est votre position toujours face à cette réforme du gouvernement Harper? La revendication, ça n'a pas changé. Là. On veut scraper la réforme. C'est la réforme qui a eu lieu en 2012 avec le fameux projet de loi Mammouth C-38, c'est tout à refaire. On ne peut pas avoir des projets aussi grands avec un si grand impact sans avoir consulté. C'est ça qui manque. Là. Si on veut faire une réforme de cette ampleur, il faut préparer le terrain, il faut expliquer c'est quoi l'objectif du gouvernement, il faut voir quel impact ça pourrait avoir, puis préparer pour que les gens puissent pour que la réforme finalement réponde aux besoins de la région. Et on ne l'a pas fait. Non seulement qu'il n'y a pas eu d'études avant la réforme, il n'y a pas eu d'études d'impact par après. C'est certain que le gros problème avec la réforme de l'assurance-emploi, c'est le trou noir. Le fameux trou noir qui ajoutait 5 semaines de prestations dans les régions de chômage élevé comme notre région, puis les autres régions de travail saisonnier. Alors, l'Est du Canada, grosso modo, là, les provinces maritimes, l'Est du Québec, c'est ces régions-là qui ont été le plus touchées. C'est bien pour ça que la mobilisation était vraiment présente chez nous, était très présente au Nouveau-Brunswick puis les autres provinces maritimes. C'est bien pour ça que tous les gouvernements de toutes les provinces de l'Est, 5 provinces en tout, là, qui ont dénoncé la réforme de l'assurance-emploi, et on continue à la dénoncer. Mais est-ce que ces manifestations-là ont trouvé écho à Ottawa? Jusqu'à un certain point, très peu, là, il faut l'avouer. Là. Il y a eu beaucoup de gens qui ont manifesté. Il y a eu beaucoup de gens qui ont fait valoir leur point de vue au fédéral. Mais malheureusement, le gouvernement Harper, là, il est très sourd. Là. Il faut crier fort là, pour le faire comprendre. Je vais vous donner des exemples où ça a marché. Il y a eu un recul quant au domaine de la pêche. Les aides pêcheurs, ils ont un programme spécial à l'assurance-emploi où eux autres, quand ils sortent sur la mer, bien, on ne parle pas d'heures, on parle de volume, on parle de montant d'argent, la valeur de leur catch, la valeur du poisson. C'est sur cette base-là que l'assurance-emploi joue. Avec la réforme qu'on a faite en 2012, si ces gens-là avaient le malheur de travailler dans un autre secteur, qui était la vaste majorité. Tu ne peux pas juste travailler dans la pêche en Gaspésie puis aux îles. Souvent, tu vas travailler dans l'usine de transformation par après. Tu vas travailler dans l'industrie, le secteur de la foresterie. Si tu avais le malheur de travailler dans 2 secteurs simultanément, bien là, tu perdais la moitié de ton assurance-emploi. Soit que tu te basais carrément sur le projet pilote pour les aides pêcheurs, ou tu te basais sur le format classique de faire tes thèmes, là, les 420 heures, etc. Ces gens-là, bien, ils étaient beaucoup lésés par la réforme. Alors, il y a eu un recul. Il y a eu 10 000 pêcheurs là, qui sont mis ensemble en une forme d'alliance, l'équivalent d'un syndicat, si vous voulez, dans l'Est du Québec puis l'Est canadien. Ces gens-là se sont mis ensemble. C'était surtout sur une autre politique, la question de la séparation des flottilles. On peut en parler si vous voulez, mais ça, c'était de protéger les permis de pêcheurs pour que ça ne soit pas des gens de l'extérieur qui achètent nos permis, là, surtout les Chinois qui ont de l'argent. Alors, ils se sont rassemblés à cet égard-là, mais en même temps, ils ont revendiqué un changement au niveau de l'assurance-emploi. Ils l'ont eu. Se mettre 10 000 ensemble, là, ça a une force. Puis, je veux le souligner, là, puis c'est un secret que tout le monde connaît. Là. Les conservateurs, ils ne s'inquiètent pas bien du Québec, c'est clair. Le gouvernement fédéral, ce n'est pas sa première priorité. Mais quand on voit que des pêcheurs puis des gens dans les autres provinces maritimes se mobilisent contre le gouvernement conservateur, ça a un impact, ça, parce que les conservateurs, ils savent, là, ils ont beaucoup d'appui, ou du moins, il y avait beaucoup d'appui dans les provinces maritimes. Ils ont gagné le gouvernement majoritaire. Bien, c'est ça, il y en a besoin. En partie, c'est ça. Ils ont besoin que leurs députés se fassent élire dans les provinces maritimes si jamais ils veulent former un gouvernement en 2015. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de perdre ces gens-là. Donc, la mobilisation qu'on a faite dans l'Est du Québec, puis on ne le cache pas, là, on était les instigateurs, là, si vous voulez. La mobilisation au Canada, ça a commencé ici, là, en Gaspésie. Même, très précisément, je peux le pointer du doigt. Là, c'était moi, Diane Leboutillier, puis Gaétan Cousineau, on s'est rencontrés à Chandler. Là. La mobilisation, elle a commencé avec nous 3 rassemblés ensemble.
c'est là où ça a commencé. Puis ça a vraiment, ça a pris une immense ampleur, là, que c'est rendu que les syndicats, même à Montréal, nous appuient. Mais l'idée, c'était toujours depuis le début, là, c'est d'aller motiver, d'aider les gens dans les autres provinces de se mobiliser. Parce qu'on sait, là, en Gaspésie, les gens, c'est rare les gens qui sont pour la réforme. Puis même quand ils sont pour la réforme, ils sont seulement d'accord avec certains éléments de la réforme. Ouais. La vaste majorité de la réforme, là, ça nuit la région. Puis on n'a pas à convaincre les gens le ressentent, ils le savent très bien. Là. Quand tu n'as pas de revenus pendant un mois de temps, ça fait mal. Puis on le sait, le trou noir, là, le fait qu'il va y avoir les prestataires vont manquer d'argent, le trou noir qui normalement commence en mi-février, on s'approche très rapidement à ce point-là. Là. Aujourd'hui, on est mi-janvier. Dans un mois, là, la misère, on va commencer à la ressentir énormément dans la région. Mais là, on n'a pas eu d'études, comme vous le disiez tout à l'heure, du côté conservateur, du moins du gouvernement fédéral. Il n'y a pas eu d'études d'impact pour savoir, bon, cette réforme-là, qu'est-ce que ça a engendré, bon, comme impact. Au provincial, non plus, on a fait une commission, mais qui ne regardait pas qu'est-ce qui se passait, mais plutôt qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça. Les effets directs, est-ce que vous les avez perçus? Est-ce qu'il y a des gens qui sont allés vous voir comme quoi ça va pas bien, je suis dans le trou, ce fameux trou noir? On a seulement des anecdotes. On n'a pas l'étude d'impact en tant que telle. Puis c'est malheureux, là, quand le fédéral fait une réforme de cette ampleur, selon moi, c'est un incontournable. Il faut faire une étude d'impact. Ils ne l'ont pas fait, ils ne veulent pas savoir. C'est clair, c'est idéologique. Puis on a eu la commission du CEP. Le gouvernement Marois, il a monté la commission du CEP. Elle a fait la commission a fait un excellent travail. Là. Si vous lisez le rapport, il y a beaucoup de gros bon sens là-dedans. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour mitiger l'impact de la réforme? Mais l'impact en tant que tel, ça n'a pas vraiment ressorti dans le rapport non plus. Moi, et la table de concertation de l'assurance-emploi de la région, nous autres, Diane, etc., on a monté cette table-là justement là, pour aider à la mobilisation. Mais aujourd'hui, on est en mode de réflexion, on est en mode d'aller cumuler les faits. C'est quoi vraiment l'impact de la réforme? L'objectif à court terme maintenant, c'est d'aller chercher les gens avec des sondages. Alors justement, on prépare un envoi postal pour que les gens puissent répondre. Est-ce que la réforme a un impact chez vous? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a été touché par la réforme? C'est la table ou c'est le NPD? C'est certain que tous les participants à la table de l'assurance-emploi amènent ce qu'ils peuvent. Ce que moi, je peux faire comme député, c'est que j'ai une capacité d'aller chercher le monde. Je suis capable de faire des envois postaux, puis ça rentre dans le budget. Tout le monde a son rôle à jouer. La CSN, par exemple, elle veut mobiliser en temps de guignoler pour aller chercher plus mettons, des cannes de soupe. Là. Ils veulent aller chercher de la nourriture pour aider les gens qu'on sait que dans un mois, sans doute, vont être dans la misère. Alors, eux autres, ils ont la capacité de mobilisation. Moi, j'ai une capacité d'aller faire des envois, de faire connaître, de faire circuler les renseignements. Alors, tout le monde amène ce qu'ils peuvent là, à la table. Mais le côté humain de la chose, est-ce que ça se pourrait, là, je fais une hypothèse comme ça, que la fierté des gens de ne pas le dire, que ça va pas bien. On le sait, on connaît tous des fois des gens où on a de la misère, on ne veut pas le dire, on n'est pas fiers de ça. Est-ce qu'il y a aussi ça là, dans tout ce calcul-là des gens tout simplement qui ne veulent pas en parler, ça va pas bien, mais... C'est certain que les gens, des fois, ils veulent pas en discuter, là, mais pour qu'on ait la capacité de répondre à leurs besoins, il faudrait quand même que les gens prennent le temps là, pour répondre. Par contre, ça peut être anonyme, là, rien qui empêche. Moi, je n'ai pas la capacité de faire une vraie étude poussée. J'ai pas les moyens, j'ai pas des centaines de milliers de dollars là, à dépenser sur une vraie étude. Mais je peux faire un sondage informel pour voir est-ce qu'il y a des histoires à raconter, est-ce qu'il y a des cas vécus qu'on devrait ramener à Ottawa pour expliquer voici vraiment l'impact humain de cette réforme-là. Comme le cas de la dame qui était aux Îles-de-la-Madeleine, qui devait aller travailler au McDo de Gaspé, exemple, là, qui est ressorti durant la réforme. On a pu affaire au même ministre, c'était Dianne Finlay qui était là, maintenant c'est le ministre du Travail, M. Jason Kenney. Lui a fait une sortie, et d'ailleurs les gens l'ont sûrement lu dans les hebdos régionaux, entre autres dans le Transgaspésien, Et, entre autres, si je cite M. Kenney, il dit, il semble bien difficile de débattre avec des gens qui ignorent ciment les faits, utilisent de la désinformation,
rhétorique erronée pour monter des campagnes, des grandes campagnes de beurre. On revient aussi, on blâme un peu tout le monde, entre autres la Commission nationale d'examen de M. Duceppe dont on parlait. Et on nous rappelle que le but de la réforme de l'assurance-emploi est de rendre celle-ci plus flexible et plus réceptive. Vous en pensez quoi de cette lettre adressée aux Gaspésiens par M. Jason Kenney? Les conservateurs sont excellents dans l'art de la propagande, là, c'est clair. Je vais répéter ce qu'eux autres ils disent toujours quand on pose une question dans la Chambre des communes. Leur réponse, à 99% du temps, là, puis ça c'est sans exagérer, là, c'est la cassette. Ils jouent, quoi qu'il en soit la question, la réponse est toujours « l'assurance-emploi sera là quand les gens en ont besoin, comme ça l'a toujours été ». C'est pas vrai. L'assurance-emploi n'est pas disponible aux gens comme ça l'a toujours été. Sur les gens qui comptent les cotisations de l'assurance-emploi, par exemple, 100% des travailleurs cotisent au fonds de l'assurance-emploi et seulement 4 sur 10 ont le droit de même faire une demande d'assurance-emploi. Alors, et là, même si tu reçois des prestations, avec la réforme, on en reçoit moins. On est coupé, on a moins qu'on avait avant. La réforme, n'est pas là pour assurer une flexibilité envers les prestataires. La réforme, c'était là justement pour augmenter la valeur de la caisse de l'assurance-emploi. On ne l'oublie pas, là, le fédéral, depuis la réforme de Chrétien dans les années 90, 96 plus précisément, le fédéral ne s'est jamais gêné d'aller piger dans la caisse de l'assurance-emploi pour payer ses autres programmes, pour régler le déficit fédéral finalement. À date, là, on a 57, on approche 58 milliards de dollars qui ont été pris de la caisse de l'assurance-emploi par le fédéral. Alors, tu sais, la flexibilité, là, c'est ça. L'autre élément de la réforme qui est clair, là, même si le gouvernement ne veut pas l'avouer, il avoue de façon boiteuse, là, ils disent qu'ils veulent essayer de répondre aux pénuries de main-d'œuvre dans certaines régions. Dans l'Ouest, entre autres. Puis c'est ça, justement. Pratico-pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils veulent que les gens de l'Est canadien déménagent carrément dans l'Ouest canadien. On a même eu la ministre Gail Shea, ministre des Pêches océans, qui a dit « Bien, les aides pêcheurs, vous n'avez pas à vous inquiéter. L'hiver, vous pouvez toujours aller en Alberta, puis vous avez juste à revenir à l'île du Prince-Édouard. » Ça vient de là, alors. Vous avez juste à revenir à l'île du Prince-Édouard pendant la saison des pêches. Comme si tu peux juste prendre ta famille puis les transporter partout à travers le pays, à tout bout de champ. Là. Comme, ça n'a pas de sens. Encore d'une main-d'œuvre malléable, un peu comme du bétail, comme disait Mme Leboutillier, justement. Puis qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? Là? Ça n'a pas de sens. Là. Les conservateurs, la misère qu'ils créent à la population, ce n'est pas leur priorité. C'est comme s'ils s'intéressent pas, même c'est presque au point où est-ce qu'ils s'attardent à créer de la misère. Là. La main-d'œuvre, pour eux autres, c'est malléable, c'est juste un outil. C'est pas un être humain, c'est juste une statistique sur une page. Quand on parle de leur réforme, Jason Kenney, avant qu'il soit le ministre de l'Assurance-emploi, il était le ministre de l'Immigration. Bien, il a eu les mêmes pensées quand il était ministre de l'Immigration. Le Canada, de plus en plus, on n'accepte plus des immigrants qui vont rester au Canada de façon permanente. Bien oui. Là, on a des travailleurs temporaires qui viennent ici, on les exploite pendant 5 ans, puis après ça, on les jette dehors. Alors, tu travailles ici pendant que tu es le plus performant dans ta vie. Mettons que tu as 30 ans, 35 ans. De 25 à 35 ans, c'est la personne ciblée. Là. On veut quelqu'un de moyennement jeune, qui est très performant. Pas trop la tâche. On l'amène au Canada, on l'exploite, puis aussitôt que tu commences à être un petit peu moins performant, tu approches tes quarantaines, là, bien, on jette dehors. C'est vraiment pas correct. Là. Le Canada... Il me semble que le projet du Canada était beaucoup plus souple, puis on croyait dans le développement de l'être humain. Là. On croit dans l'être humain au Canada. Du moins, je pensais que c'était ça. Mais les conservateurs, eux autres, l'être humain, c'est juste un outil. Puis si tu ne rentres pas avec $1 million, là, si tu n'es pas déjà millionnaire dès en partant, tu es juste là pour te faire exploiter. Puis ça, c'est inquiétant. J'ai déjà posé la question ici, ce plateau, à savoir, est-ce que le Québec pourrait rapatrier l'assurance-emploi, le programme? Vous me dites que, ben non, c'est avec la péréquation et tout ça qu'on réussit à tirer notre épingle du jeu. Le NPD, quand même, veut une caisse indépendante, que cette caisse-là de l'assurance-emploi soit à part. C'est pas ça qu'on ne peut pas aller piger dedans quand on veut un équilibre budgétaire. Là. Absolument. Il faut que le fédéral arrête de penser que la Caisse de l'assurance-emploi, c'est une vache à lait. La Caisse de l'assurance-emploi est là pour les employeurs et les employés
pour combler quand il y a un manque d'emploi et pour aider à la formation. C'est vraiment l'objectif, là, le mandat de l'assurance-emploi, c'est ça, de former les gens pour qu'il soit plus facile de trouver des emplois. Et si jamais il manque d'emploi, qu'ils peuvent aller chercher des prestations. Il faut que le fédéral arrête d'annoncer des belles surprises. « Ah, le déficit est réglé. » Oui, mais le déficit est réglé comment, là? On a volé finalement de la caisse. Puis, si on parle du rapatriement, j'aimerais souligner même la commission du CEP, qui a été nommé par le gouvernement Marois, même lui, dans son rapport, dit que le rapatriement, c'est pas faisable. Économiquement parlant, c'est pas winner. Là. Alors, il y a de moins en moins de gens là, qui parlent sérieusement du rapatriement de l'assurance-emploi. L'idée de l'assurance-emploi, c'est d'assurer que la main-d'œuvre au Canada soit performante, soit bien formée, et quand il y a un manque d'emploi, bien, que la main-d'œuvre n'a pas à s'inquiéter. L'État est là pour les appuyer. L'État est supposé d'être... Ça nous appartient à nous, là. Ça appartient au peuple. C'est supposé, du moins en principe, c'est supposé d'appartenir au peuple, le gouvernement. Là. Alors, l'État devrait être là pour nous appuyer dans le trouble. C'est certain qu'on veut éviter des situations où ce que les gens pensent que l'assurance-emploi ou même forcément le bien-être social est là comme un revenu permanent. Ça ne devrait pas être ça. Si on veut vraiment régler le problème du travail saisonnier en Gaspésie, bien, il faut penser comment on peut extensionner les saisons, qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler l'hiver. Mais ça, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut faire ça, là. Ça prend du temps à développer l'économie. Donc, quand on a sorti avec la réforme de l'assurance-emploi, avec un coup raide, baf, voici une réforme. On n'en a pas parlé, on ne vous a pas préparé, vous n'êtes aucunement prêt à l'accepter, cette réforme-là, mais tant pis pour vous autres, arrangez-vous. Puis l'arrangement que le fédéral espère, c'est que les gens n'auront pas le choix que de quitter la région puis aller dans l'Ouest canadien. C'est pas correct, ça. Là, on parlait évidemment de 2013. L'année 2014, bon, on commence avec M. Kenney et ses blâmes, si on veut. Qu'est-ce qui s'annonce pour 2014 rapidement? Là? Est-ce qu'on va poursuivre les mêmes manifestations dans le même genre ou qu'on a... Bien, les gens me demandent de moins en moins d'organiser des manifestations pour l'assurance-emploi. Ce qu'ils veulent, ce qu'on m'a demandé, c'est d'aller chercher leur juste. C'est quoi vraiment l'impact de la réforme, concrètement? Puis c'est pour ça que la table de concertation de l'assurance-emploi de la Gaspésie et les tables voisines, on est justement en mode d'aller chercher ces renseignements-là pour qu'on puisse être prêt. Là. Si on veut dire que la réforme n'avait pas de sens, on a les faits devant nous là, qui fait preuve de notre point de vue. Puis là, le fédéral, ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent, là, mais nous autres, on aurait des faits. Eux autres, ils auraient à nous contrer avec des vrais faits et pas juste du n'importe quoi, comme le pauvre M. Kenney nous fait croire. Mais il y a d'autres enjeux également là, en 2014. Là. Je pense que la sécurité ferroviaire, là, on l'a vu même en 2013. Là, Lac Mégantic nous a peut-être réveillé beaucoup de gens à Ottawa, j'imagine. Et justement, il y a à peine 2 semaines, là, avec l'accident qui est arrivé à Plaster Rock, au Nouveau-Brunswick. C'est pas loin, là. Tout à fait. Et il y a juste 2 chemins de fer qui passent au Nouveau-Brunswick. Alors, le fait que le chemin de fer était fermé à Plaster Rock, celui qui passe à Edmundston, puis Plaster Rock, bien, il fallait que les wagons aillent quelque part. Puis, pendant que le chemin de fer est fermé à Plaster Rock, ça passe pas loin de chez nous. Là. Ça passe dans la vallée de Matapédia, puis ça continue dans le nord du Nouveau-Brunswick. La même route que le train Via qui vous sera à Halifax. Il faut être très conscient là, que ce qui est arrivé à Lac Mégantic, il n'y a pas eu de changement au fédéral quant au règlement à date. C'est pas plus serré, là. Tout ce qu'on a eu à date du fédéral, c'est l'espoir que les wagons, ils appellent ça les DOT 111, mais bon, il y a 200 000 types de wagons comme ça en Amérique du Nord. Il y a plus que 200 000. Le fédéral a dit, bien, on aimerait ça que vous les remplaciez. Ils ont envoyé un avis aux compagnies ferroviaires qu'ils veulent qu'ils les remplacent. Mais il n'y a pas d'échéancier. C'est juste... Ça serait bien le fun que vous le faisiez. Les compagnies ferroviaires là, sont privatisées, sont là pour générer des profits. Ils ne vont pas le faire, sauf si c'est rentable pour eux autres. Donc, eux autres, normalement, ils vont attendre que c'est scrap avant qu'ils les remplacent. Je pense qu'on a vu là, aussi le président de MMA, c'est pas des gens au plus grand cœur qui sont nécessairement affectés par ces causes-là. Là. Justement. Il faut des règlements précis avec un échéancier précis. T'sais, par exemple, là, je vais lancer des chiffres, là, mais c'est juste des exemples. D'ici 6 mois, il faut que vous ayez au moins 10 000 remplacés. D'ici 1 an, vous devez avoir au moins 50 000 de remplacés. Comme, vraiment un échéancier, là, il faut en parler, c'est quoi la capacité industrielle pour les remplacer, mais qu'on soit conscient qu'il faut le faire là.
Puis là, l'autre affaire, là, le gouvernement a changé un des règlements, puis c'est hallucinant comme c'est inutile. Ils ont annoncé que les compagnies ferroviaires dorénavant auront à nous le dire qu'est-ce qui est dans ces wagons-là, pour que les municipalités puissent être préparées, pour que leurs services de pompiers, etc., puissent se prémunir en cas d'accident. Mais le problème avec ça, c'est que le règlement dit que tu as seulement à le dire 3 mois après. Tu as 3 mois après que le train a passé dans la municipalité à dire à la municipalité, bien, préparez-vous parce que Préparez-vous, il y a du gaz qui a passé. Finalement. Il y a 3 mois. Ouais. Et puis, on se croise les doigts qu'il n'a pas sauté. S'il a sauté, bien, à ce moment-là, bien, là, vous l'aurez su bien plus vite que ça. Mais ça, là, c'est... Ils sont morts de rire. Là. C'est pas un engagement qu'on leur demande à faire. Là. C'est juste des questions cléricales. On sait que c'est dangereux, ce produit-là. Puis juste pour mettre le point sur à quel point que c'est pas comme s'il y a quelque chose de nouveau qui était... C'est pas comme... Ça a toujours été, puis bon, c'est juste une période de bad luck qu'on a aujourd'hui. Là. Il y a 10 ans, les wagons-citernes là, qui passent sur le chemin de fer aujourd'hui, il y avait des centaines, il y a 10 ans. Aujourd'hui, on a au-delà de 100 000 wagons-citernes au Canada seulement là, qui roulent sur nos chemins de fer. Même en 2011, on parlait juste d'à peu près 10 000. Puis dans 3 ans, on a augmenté ça au-delà de 100 000, juste au Canada. Là. Alors, ça monte comme une flèche. Là, le transport des produits pétrochimiques sur nos chemins de fer, ça monte comme une flèche. C'est pour ça là, que d'un coup, on voit des déversements, on voit des accidents un petit peu tout partout. Mais c'est qu'il y a 10 ans, il n'y en avait pas. C'est tout à fait nouveau. Là. Alors, il faut vraiment qu'on pense, c'est quoi l'impact? Puis qu'est-ce qu'on doit faire là, pour s'assurer que ça va se faire de façon sécuritaire? Puis malheureusement, le fédéral, il n'a pas fait sa job. Là. Mais est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'il y a des choses qui sont proposées? C'est pas un sujet qu'on voit dans les médias. Bon, évidemment, le lac mégantic, c'est une chose, on a entendu beaucoup parler, mais les mesures, mis à part la mesure bonbon là, que vous venez de dire là, concernant on doit dire 3 mois après qu'est-ce qui est passé. Mis à part ça, est-ce qu'entre autres, le NPD, qui est dans l'opposition officielle, les libéraux vont provoquer des débats entourant ça? On essaye, là. Il ne faut pas oublier, au Parlement à Ottawa, là, c'est majoritaire conservateur. Alors, à chaque fois qu'on on fait des propositions, s'ils ne sont pas d'accord avec nous autres, là, ils font tout dans leur capacité là, pour nous empêcher d'aller de l'avant. Mais ça reste que même les conservateurs, là, les trains, ils passent dans l'Ouest canadien, ils passent dans les maritimes. Comme notre job, franchement, c'est de sensibiliser les gens dans les autres provinces là, jusqu'à quel point que c'est dangereux, ces affaires-là. Alors, non seulement le faire ici au Québec, mais le faire ailleurs, pour que les gens mettent la pression sur le gouvernement. Puis surtout, les gens qui votent conservateurs, là, les conservateurs, c'est partisans pas à peu près. Là. Eux autres, là, ils ont un projet idéologique pour la gouvernance, puis pour le faire, ils veulent absolument de trouver les 2-3 éléments dans un comté qui va les faire élire. Alors, moi, là, même, quand j'essaie de convaincre les gens en Gaspésie qu'il y a des problèmes, bien, moi, en même temps, j'essaie de convaincre les gens dans le nord du Nouveau-Brunswick qu'il y a un problème. Le train qui n'est pas sécuritaire, qui passe à Matapédia, bien, 3 minutes plus tard, là, il est à Tidehead, juste à côté de Campbellton. Alors, il faut que tous les gens de la région soient sensibilisés jusqu'à quel point que c'est dangereux. Puis il faut avoir des règlements là, qui forcent les compagnies à respecter la sécurité. Comme nous, on doit respecter chaque particulier. Rapidement, train de passagers, Via Rail, c'est fini? Où est-ce qu'on en est rendu? On n'entend plus le train passer, le passager. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec ça? On a un chemin de fer qui a beaucoup de difficultés. Il faut toujours qu'on aille chercher aujourd'hui 70 millions de dollars pour le mettre en état. C'est beaucoup d'argent. On espère que le programme fédéral d'infrastructure de 2014 va être au rendez-vous. On espère, il n'a pas été annoncé encore ce programme-là, mais il s'en vient. C'est une année préélectorale, alors normalement, il devrait avoir un petit peu plus de fonds. Les gouvernements, ils essaient, comme le bon vieux temps du Duplessis, là, ils essaient d'acheter le vote en dernière minute. Ouais, beaucoup de nouvelles en 2014, hein? Beaucoup de bonnes nouvelles. Ça va être les gros bonbons là, qui vont sortir du fédéral, là, c'est clair. Mais la question, c'est est-ce qu'on est vraiment capable d'aller chercher le 70 millions, même avec ce programme fédéral-là? Là? C'est certain qu'on n'a pas besoin de 70 millions juste cette année. Là. Si on a des preuves que l'argent s'en vient, mettons, étalé sur 5 ans,
on va le sauver, notre chemin de fer. Via Rail, écoute, on ne le cache pas, le Via Rail, ça fait des années là, que le service diminue. Puis le fait que la qualité du service diminue, bien, il y a moins d'achalandage. Puis là, bien, il y a moins d'achalandage, donc Via Rail se permet de diminuer le service. Alors, on est rendu dans un cercle vicieux. Même chose avec la marchandise sur notre chemin de fer. Si moi, je suis un entrepreneur, là, je ne vais pas investir, tu sais, LM Wind Power à Gaspé, par exemple, est-ce qu'ils vont investir dans notre chemin de fer, sachant que peut-être dans 5 ans, il ne sera pas là? C'est difficile à convaincre un entrepreneur là, de dépenser de l'argent pour construire une machine qui va produire un produit qui va être compatible avec un chemin de fer si on ne peut pas garantir le chemin de fer. Alors, on est rendu dans un cercle vicieux là aussi. On a très peu d'utilisateurs commerciaux. Alors, mais le problème, c'est que si on abandonne le chemin de fer cette année, là, si on n'est pas capable d'aller chercher de l'argent pour la réfection, écoute, ça risque qu'on le perd pour à tout jamais. Là. Puis une fois perdu, ça ne revient pas. Mais les nouvelles compagnies qui vont s'installer en Gaspésie, on ne peut pas leur donner des incitatifs ou même les obliger à la limite qu'on les subventionne de dire OK, on fait un prêt garanti, on vous prête de l'argent, mais à condition, et je prends un exemple sur Ciment McGuinness, à condition que vous preniez le chemin de fer au lieu de l'eau. C'est un bel exemple. Pas, ça? Tout à fait. Je ne vais pas parler du gouvernement provincial, là, je vais me contenter du fédéral, mais le problème qu'on a au fédéral, c'est que, contrairement à presque tous les pays du G8, là, nous autres, on n'a pas de stratégie nationale sur le transport, zéro. Là. On n'a pas de vision à long terme de qu'est-ce qu'on va faire avec notre réseau de transport. On devrait l'avoir. Puis c'est justement là, comme qu'est-ce qu'on fait pour assurer un transport? On n'oublie pas, le chemin de fer, c'est écologique, c'est économique. Ça gruge bien moins avoir un train qui passe que plusieurs camions sur la 132. Les coûts d'entretien à long terme sont bien moins chers, bien moins dispendieux avec un chemin de fer. C'est juste qu'on est pogné qu'on n'a pas fait suffisamment d'entretien depuis les 30 dernières années. Là, on paye le prix. Là. Mais si on peut investir aujourd'hui dans notre chemin de fer, pour que justement que les prochains vont avoir un chemin de fer qui va avoir de l'allure, ça sera à long terme beaucoup plus rentable puis moins coûteux que si on se contente seulement sur le réseau du 132. Il faut qu'on ait plus que juste la grande route. Là. Le chemin de fer, c'est un outil précieux. On l'a. On est une des rares régions au Québec qui a le bénéfice d'avoir un chemin de fer, puis ça serait malheureux de le perdre. C'est le temps de l'investir. Mais le problème, là, c'est que si on n'investit pas aujourd'hui, là, bientôt, cette année, on risque de le perdre à tout jamais. Là. Puis ça serait une vraie perte. Alors, moi, j'y tiens. Là. C'est certain que j'y tiens. Je veux un chemin de fer, encore une fois, écologique, économique. C'est juste... Puis même, un service de train passager, c'est même romantique. Là. C'est le fun. Mais il y a un panorama intéressant. C'est le fun de se promener en train. Là. Puis on peut aller chercher une gamme de touristes qu'on n'aurait pas autrement. Il faut investir dans nos réseaux ferroviaires au Canada. Puis malheureusement, là, depuis Harper, là, lui, il ne croit pas dans les réseaux ferroviaires. Je peux vous dire, comme pour être non partisan, là, la province, elle croit dans les réseaux ferroviaires là, qui sont là. Alors, on est chanceux. On a quand même des alliés dans le gouvernement marois qui croient dans le chemin de fer. Puis tant mieux. Parce qu'au fédéral, avec le gouvernement conservateur, là, ils ne sont pas là pantoute. Là. Puis les convaincre qu'il faut investir dans notre chemin de fer, on est mieux d'avoir un plan d'affaires qui tient debout, là, parce que ça va prendre ça, puis il va falloir qu'il soit costaud là, pour les convaincre. Il faut parler leur langue, finalement, la langue de l'argent. Bon, ben là, on parle évidemment de 2014 qui s'en vient. On va parler de sécurité ferroviaire du côté du NPD. En terminant rapidement, parce que c'est d'actualité, parce qu'on ne cesse d'entendre parler de pétrole et, les actions de Petrolia aussi vont dans ce sens-là. Le banc des Américains, on sait que le pétrole sur Terre, c'est de juridiction provinciale. Quand c'est en mer, quand on parle du Golfe Saint-Laurent, c'est de juridiction fédérale. Le banc des Américains, il y a un paradoxe intéressant. Là, Mme Marois qui demande une étude, de voir si serait possible d'exploiter sainement, de façon propre, du pétrole en mer. De l'autre côté, le gouvernement fédéral se penche sur le même banc des Américains, de peut-être en faire un aire marine protégé. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi la position de votre parti là-dessus? On revient... Le ministère de l'Environnement fédéral, ils ont sorti une étude là, en fin de 2012 qui ont dit que si jamais il y a un déversement dans le Golfe Saint-Laurent, un déversement de pétrole dans le Golfe Saint-Laurent, on n'est aucunement capable de nettoyer en hiver. Zéro, aucune capacité. Là. On n'est juste pas capable. Alors, si on commence à forer dans le Golfe Saint-Laurent, il faut penser que pendant 6 mois de temps, là, presque... On ne peut rien faire.
on est carrément incapable de le nettoyer. Ça serait un désastre écologique sans pareil, là. Alors, on n'est pas là. On n'est juste pas là, là. On ne peut pas forer dans le golfe du Saint-Laurent. On n'a pas la technique à le faire. Si jamais ça s'en vient, là, tout est possible. Si on investit dans des technologies pour être capable de nettoyer dans des situations glaciales, là, comme le golfe du Saint-Laurent l'hiver, si on est capable de répondre à cette question-là, bien là, OK, on passe à la prochaine étape. Mais cette étape-là, là, c'est fondamental. Il faut vraiment penser que forer dans le golfe, là, c'est pas pour aujourd'hui. Le banc des Américains, c'est un cas assez intéressant, puisque même le ministère de l'Environnement du fédéral l'a dit, c'est justement pourquoi on veut investir dans une zone marine protégée dans cette région-là. Il y a une diversité écologique, une diversité Une biodiversité, finalement. Biodiversité, merci, dans cette région-là, assez intéressante. C'est une des régions les plus diverses, si vous voulez, de tout le Golfe. Alors, il faut faire attention, là. On sait que le risque est énorme. On est incapable à nettoyer un déversement et c'est riche en biodiversité. Alors, c'est un rassemblement d'éléments là, qui me dit qu'on est loin d'être capable d'aller de l'avant. Mettons, si on divise en deux dans une colonne des pour et des contre, mettons que la colonne des pour est très mince, mis à part l'argent, finalement, qui est là. Le reste, il y a beaucoup d'enjeux. Puis, mettons, il ne faut pas mettre ça de côté non plus, là. Les Gaspésiens, on est quand même des consommateurs des produits, des services du gouvernement. Puis il faut qu'on paye notre juste part, nous autres aussi, là. Le pétrole, on le consomme. T'sais, les gens qui viennent dans mon bureau qui me disent qu'ils sont contre le pétrole, mais ils viennent en auto, là, il faut quand même qu'on soit conscient qu'il faut être conséquent. Mais on a un vrai problème au Québec, là. Les recettes au niveau des impôts, venus des taxes, les revenus pour le gouvernement sont à la baisse. Alors, je comprends qu'un gouvernement va être motivé, si vous voulez, de vouloir aller chercher de l'argent ailleurs, mais pas à tout prix, là. C'est exactement ça. Je vous souligne également, là, il y a le problème d'Old Terry aux îles-de-la-Madeleine. Ça, c'est un autre qui est même plus probable d'aller dans le forage plus rapidement. Surtout que la moitié du site d'Old Terry appartient, on croit, à Terre-Neuve. C'est tellement sur la frontière qu'on n'est pas vraiment certain où se caler la frontière. Là. Mais là aussi, c'est le même problème, là. Il y a 5 provinces qui partagent le golfe du Saint-Laurent. Puis la seule province qui a dit qu'ils sont clairement en faveur de l'exploitation du site Old Terry, c'est Terre-Neuve. Mais il n'y a pas question qu'un gouvernement tire tous les profits, puis nous autres, on va assumer tout le risque. Là. Comme, oublie ça. Puis je reviens, si jamais il y a un déversement l'hiver, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va le régler, ce problème-là? Alors, il y a des étapes fondamentales. Une fois, si on règle le problème hivernal là, du forage, là, il y aura d'autres questions à se poser. Là. Y a-t-il d'autres empêchements pour aller dans le forage? Mais celui-là, il est énorme, lui. Mais plus tard, si on est capable d'aller chercher plus de technologie, si on est plus capable de s'assurer que le risque il est moindre, qu'on a adouci le risque, bien là, la question va être, est-ce qu'on est prêt à l'assumer, le risque? Le risque, on n'est pas capable de nettoyer pendant l'hiver dans le Golfe, bien lui, malheureusement, là, oublie ça. Là. Il est incontournable. Mais les autres risques, est-ce qu'on est prêt à les assumer? Bien là, ça va être une question d'acceptation sociale. Là. Alors, une chose à la fois. Mais celui de incapacité de nettoyer l'hiver, là, bien, désolé, là, mais on ne va pas de l'avant tant aussi longtemps que ce n'est pas réglé, cette question-là. C'est quand même assez aussi ironique dans tout ce débat-là qu'on ne revient jamais sur nos... Vous parlez dans toute consommation de pétrole. Oui, bon, quelqu'un qui peut être foncièrement contre l'exploitation de pétrole en Gaspésie va prendre son véhicule, va consommer du plastique, qu'on utilise le pétrole pour le faire et tout ça. Mais à la limite, dans le débat, on n'a jamais amené d'autres énergies. Au Québec, on parle, là c'est un niveau provincial, mais on parle de surplus d'électricité. On ne développe pas la voiture électrique. Pourquoi? Parce qu'il y a un lobby de pétrole qui est extrêmement puissant mondialement. Mais ça, c'est jamais dans le débat. On nous parle que de consommation, de se dire pourquoi importer quand on peut en faire chez nous? Puis du pétrole québécois. Alors, mais évidemment, pour ce qui est du banc des Américains, on peut dire que c'est seulement une question de peut-être d'opportunisme gouvernemental. De lancer ça comme ça, de dire on va faire une étude pour voir si c'est possible, si c'est rentable, quand on connaît, comme vous le disiez déjà, que 6 mois par année, que tu as un danger, un risque élevé de contamination, ça devrait déjà être un argument
défavorable. Il faut absolument qu'on aille dans une direction écologique. Là. Ça, c'est incontournable. Alors, le débat, là, il faut qu'il soit axé sur ça. On ne peut pas continuer à brûler le pétrole à tout bout de champ et puis penser que la planète Terre va juste l'accepter éternellement. C'est certain. Là. Mais les choses se font à leur vitesse. Mais il faut qu'il y ait un engagement de la part des gouvernements d'aller chercher des options. Là, on a déjà vu dans notre région, on a commencé le transport collectif. C'est un pas dans la bonne direction. Une très bonne idée. Maintenant, on a des postes pour des véhicules électriques. Oui, des bornes. Ça commence à être réparti. Ouais. Ça commence à être répandu dans toute la région. Très bonne. C'est une bonne chose, ça, là, qu'on aille de l'avant avec ça. En même temps, par contre, là, c'est un incontournable. Là. Il y a des foyers qui chauffent au mazout. Les îles à Madeleine, l'électricité, ça vient carrément. Pas grand bûche là. Ouais. Alors, il faut qu'on soit conscient là, qu'il y a de s'éloigner du pétrole, là, ça va prendre du temps. Parce qu'on est tellement investi. Je suis d'accord avec vous, là, les compagnies, surtout les compagnies d'auto, là, eux autres, ils ont fait tout dans leur possible depuis les années 50 de nous forcer d'aller chercher les autos. Les banlieues dans les régions métropolitaines, c'est fait sciemment avec l'idée que la seule façon d'aller de point A à point B, c'est avec un automobile que tu as acheté du Ford. Là. C'est ça. Puis on voit ce qui arrive à Détroit, au Michigan, présentement, ça va, c'est la faillite. Là. Il n'y a pas d'avenir, mettons, dans cette énergie-là. Là. C'était une erreur catastrophique. On a fait une erreur immense dans les années 50. Dans les années 60, on a élargi les routes, puis on a coûté dans des belles rues où il y avait des beaux arbres. Non, on va enlever ça pour donner de la place aux chars. Puis là, ben, le char semble être... C'est lui qui est le plus important, mais on est pogné avec ça. C'est ça le problème. Là. On est pogné avec ça. On pourrait en parler longtemps, c'est comme l'assurance-emploi. C'est tout le temps que nous avions pour vous aujourd'hui, M. Thune. Je reçois votre homologue provincial la semaine prochaine, M. Sylvain Roy. Une question pour lui, peut-être, à boule pour point, comme ça, là? Je lui souhaite belle santé en 2014. Là. Je pense qu'on continue à développer la région, puis j'ai hâte d'entendre ses autres idées là, pour la région. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le fait que le gouvernement marois s'est lancé dans le domaine de l'assurance-emploi, j'espère qu'on pourrait travailler encore plus là, pour aller chercher justement leur juste sur l'impact de la réforme, puis qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Alors, je lui souhaite toutes les bonnes chances, puis on va continuer à travailler pour développer la région. Merci, M. Thune. À la prochaine. Merci à vous.